Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'hommage de la nation à un artisan de la réunification et doyen des sénateurs camerounais, Chief Victor Mokete, décoré à titre posthume et célébré par ses pairs, ses collègues sénateurs et d'autres personnalités de la République qui l'ont bien connu. Vous suivrez en ouverture de ce journal les nombreux témoignages et éloges prononcés en sa faveur et surtout sa personnalité, lui qui a été un fervent critique contre la gestion actuelle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un autre bilan d'un accident mortel survenu dans l'arrondissement de Mbanga il y a quelques heures, au moins 5 morts à la suite d'un dépassement en 3e position effectué par un minibus qui s'est retrouvé face à face à un camion transportant des produits brassicoles. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Et à l'international, le président français Emmanuel Macron était à Kigali afin de commémorer les différents tristes événements vécus il y a une vingtaine d'années dans ce pays, lui qui estime que la France a une responsabilité dans ces massacres survenus au Rwanda. Nous en parlerons dans la page internationale de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet hommage de la nation au doyen des sénateurs camerounais, Chief Victor Mokete, figure emblématique de la réunification au Cameroun, un artisan de cette réunification, décoré à titre posthume, mais également célébré à travers des éloges et témoignages des personnalités l'ayant connu. D'autres Camerounais n'ont pas oublié cette scène au Sénat, là où ils s'en étaient pris vertement au gouvernement, critiquant la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Évocation avec Rodrigue Ngassi et Guy Zogo. Un ultime hommage au sénateur Victor Mokete, décédé récemment à l'âge de 103 ans des suites de maladie. Le Sénat, où il officiait, lui a déroulé le tapis rouge au cours d'une cérémonie d'hommage au palais de congrès de Yaoundé, où le ministre de l'administration territoriale représentait le chef de l'État et a décoré le disparu à titre posthume de la médaille de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Dans son éloge funèbre, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a dressé le portrait d'un homme de conviction. Je retiens de notre cher doyen d'âge la force de conviction et des engagements, un remarquable sens du devoir et un attachement viscéral à la République et à ses valeurs. Oui, le sénateur Mokete a marqué nos esprits par la force de ses convictions et de ses engagements, nourris par son patriotisme et son nationalisme incontestable. C'est dans cette même veine qu'autant Aboubakary Abdoulaye du Sénat que Peter Mafani Moussongué de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont souligné son rôle dans la réunification du Cameroun. Ne s'étant jamais régné, il a conservé sa détermination et son engagement pour la réunification de notre pays, dont il est, reste et demeure l'un des pères fondateurs. C'est l'un des architectes de la réunification du Cameroun. Quand il était étudiant déjà, il a commencé à travailler avec ses frères francophones pour la réunification du Cameroun. Et dans sa vie, il a vu se réaliser cette réunification. C'est un monsieur qui défendait son point de vue avec beaucoup d'énergie. Et nous apprécions qu'il a défendu beaucoup le bilinguisme de notre pays. D'autres comme Etame Massoma s'en sont rappelés comme d'un patriote et chef traditionnel éminent. Je garde du sénateur Fon Mokete le souvenir d'un homme d'action, de paix, un patriote très attaché à son pays, aux valeurs républicaines, et puis un chef traditionnel respecté. Cette cérémonie d'hommage à Victor Mokete s'est achevée par un culte à la Presbyterian Church in Cameroon, PCC, à Bastos.
Certes salué par le Sérail pour son parcours et son action, Victor Mokete n'en avait pas moins jeté un pavé dans la mare récemment en estimant que le président de la République devait en faire davantage dans la résolution de la crise anglophone, alors que selon lui, cette partie du Cameroun était négligée. Même s'il avait dû retirer ses propos, le malaise s'était installé. Et le Parlement qui devrait se réunir pour la session ordinaire du mois de juin d'ici le 8 juin prochain. Du moins, la convocation de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a été faite par le président Kavaye Guédibril de la Chambre basse du Parlement. Encore un accident mortel sur la route. La scène se déroule au lieu dit Kombe dans l'arrondissement de Banga. Un bus en partance pour l'ouest a engagé un dépassement en 3e position et il s'est retrouvé en face d'un camion roulant dans le sens inverse. Le choc inévitable a été fatal pour certains passagers de ce minibus. Au moins 5 morts sur le carreau selon des témoins et de nombreux blessés graves ont été transportés à l'hôpital de district de Mbanga. Je vous invite à suivre le sous-préfet Tebo Christine Kefo, sous-préfet de Mbanga, qui relate les circonstances de cet accident mortel. Oui, nous venons d'enregistrer un accident de circulation routière sur la nationale numéro 5 dans notre unité de commandement et plus précisément dans le village Kombe-Route. L'accident en question est produit cet après-midi entre une agence de l'original de Bamboutus et un camion de la brasserie. Sur ces accidents, nous avons enregistré 5 morts et plusieurs blessés. Donc, les blessés ont été transportés à l'hôpital de district de Mbanga pour le prise en charge. Donc, nous profitons de l'occasion pour transmettre les condoléances les plus attristées du gouvernement de la République aux familles endeuillées. Nous profitons aussi de cette tribune pour sensibiliser les usagers de la route d'être prudents et vigilants sur la nationale 5 et les responsables des forces de maintien de l'ordre qui sont actuellement sur le terrain sont en train de faire leur travail et pour rétablir la circulation et surtout pour établir les causes exactes de cet accident. Merci. Dans l'actualité, un jeune est décédé des suites de noyade à Kekem dans le département du Honkam. À l'insu de ses parents, il se rendait avec ses camarades à la cueillette des mangues. Cependant, la traversée d'une rivière sera une épreuve redoutable pour ces enfants qui espéraient nager jusqu'à l'autre rive où se trouvaient des manguiers. L'adolescent en question a été emporté par le courant des eaux. Ses camarades ont essayé en vain de le sauver. Le récit de cette histoire pathétique, c'est avec Andy Gagnou et Vivien Tonfac. Encore un décès tragique à Kekem, dans le département du Honkam. Ismaël Fevon Gameni vient de perdre la vie alors qu'il allait cueillir des mangues avec ses camarades. Ici chez moi, en train de manger avec mes amis. Ensuite, c'est les villes, c'est mieux qu'on peut chercher les mangues. À Cambo, nous mettons la position qu'on va chercher les mangues. Nous sommes allés au bord pour vouloir traverser avec les pirogues. Il n'y avait pas les pirogues. À défaut de pirogues, pour traverser la rivière Ngoum, afin de rejoindre les manguiers à Kambé, situés à l'autre bout de la rive, ils s'engagent à faire valoir leur talent de nageur. Il s'est maintenant déshabillé, nous a demandé de se déshabiller quand on essaie de nager pour traverser. Il nous a fait comprendre que lui ne sait pas bien nager, qu'à un niveau on va un peu l'aider. Un exercice risqué qui a été fatal pour un de ces aventuriers. On s'est mis à plonger dans l'eau. À un niveau quand on traversait, lui il a commencé à se noyer. On s'est rendu compte qu'il était en train de se noyer. Avec mes amis, on s'est donné à essayer de le porter dans l'eau. On a presque tout essayé, mais on n'a même pas pu essayer. Il a commencé à nous appuyer que dans l'eau. Ensuite, en bas de l'eau, on les cherchait, on a pu... Donc on l'a perdu dans l'eau. Nous tous on s'est découragés, nous sommes sortis dans l'eau pour venir informer le quartier qui est un membre de notre famille qui est perdu dans l'eau. Le père d'Ismaël est d'autant plus surpris par le décès de son fils qu'il le croyait en train d'accomplir des tâches ménagères qui lui avaient été confiées. Expliquer en bref ce qui s'est passé. Donc je rentre du voyage
samedi soir, j'arrive à la maison à 22h, je ne trouve pas Favor. Alors je demande les autres, on me dit que Favor vient de sortir. Alors comme il a l'habitude de ne pas être là les soirs, je m'endors. C'est le matin que je vois Favor, donc le dimanche au matin. Donc le dimanche matin, donc, je l'appelle, il vient à la porte de ma chambre, je lui dis mais Favor, c'est comment papa ne peut pas se déplacer et tu gardes cette maison? Alors du coup, je lui dis qu'il y a la porcherie là, tu n'as pas nettoyé, il y avait un endroit là que je t'avais laissé de faire, je ne sais pas si tu as même nettoyé les herbes là-bas. Il me dit que non, je dis que va dans la porcherie, après la porcherie, tu vas aller nettoyer là-bas. Pendant qu'elle était en train de me quitter et que le soleil est en train de baisser, c'est comme ça qu'il était en train de partir avec un groupe d'amis que j'avais toujours interdit de ordonner pour marcher avec eux. C'est comme ça que les mêmes amis reviennent après 40 minutes, donc moins d'1 heure du temps, reviennent devant moi tout essoufflé pendant que je suis au téléphone en train d'échanger avec quelqu'un. Quand je demande qu'est-ce que Favor a fait, il est où? Ils me disent que Favor est à l'eau. Je dis qu'à l'eau comment? Favor qui vient de se séparer ici avec moi. Alors c'est comme ça que subitement je ferme la boutique. Je lui dis que va me montrer là où Favor se trouve à l'eau. On court, on arrive là, il me dit que Favor est là-bas, il s'est noyé là-bas. Âgé de 18 ans, Ismaël était élève en classe de Form 5 au lycée bilingue de Kekem. Son décès tragique survient 2 semaines après celui d'une jeune fille dans la même localité. Nouvel épisode de tension au marché Koulouloun dans le 2e arrondissement de Douala. Des heurts se sont poursuivis, affrontements entre forces de maintien de l'ordre et des commerçants déterminés à ne pas payer les 100 000 francs CFA exigés pour occuper 1 mètre carré sur la voie publique. Des tirs de gaz lacrymogènes, des matraques ont été utilisés pour dissuader cette grogne des commerçants qui persistent dans le 2e arrondissement de Douala. Les usagers et autres citoyens ont été bloqués à cause de cette mobilisation impressionnante des forces de maintien de l'ordre pour contenir ce énième mouvement d'humeur des commerçants dans cet espace marchand. Des précisions avec Claude, Cédric Ding et Dallas Tiana. 2e journée de manifestation au marché Koulouloun. Dans la matinée, des heurts ont repris entre commerçants et forces de maintien de l'ordre. Tirs de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants auxquels les badauds se sont rajoutés. Plusieurs heures d'affrontements qui ont failli dégénérer à plusieurs reprises, coûtant même des véhicules aux personnes qui passaient par là. Suite à la taxe de 100 000 francs qui leur est imposée par la commune d'arrondissement de Douala 2e, les commerçants du marché Koulouloun ne décolèrent pas, faisant régner un climat de tension au sein de l'une des principales places commerciales de la commune d'arrondissement. Et en fin de journée, quelle est la situation observée dans ces différents axes routiers du 2e arrondissement de Douala, là où des heurts se sont poursuivis en matinée entre commerçants, vendeurs à la sauvette et forces de maintien de l'ordre. Nos reporters s'y sont rendus pour évaluer l'ampleur des dégâts à la suite de ces affrontements et échauffourées entre forces de maintien de l'ordre et commerçants. On fait le point avec Cédric Ding, Dallas Tiana et Claude. Fin de journée au marché Koulouloun dans le 2e arrondissement de Douala. La pression retombe progressivement. Les commerçants ouvrent petit à petit et vaquent assez normalement à leurs occupations dans un endroit où des échauffourées, des affrontements ont été enregistrés plus tôt dans la journée entre ces mêmes commerçants et les forces de maintien de l'ordre. On rappelle, quelques mois plus tôt, notamment le 22 mars dernier, les mêmes affrontements avaient été enregistrés du côté de la poste au niveau du marché central entre les commerçants et les forces de l'ordre. À cette époque-là, à ce moment-là, le sous-préfet d'arrondissement de Douala 2e convoque une réunion de crise 3 jours plus tard, notamment le 25 mars 2021. Mais de ces réunions de crise, rien, aucune solution visant à apaiser les tensions n'est encore sortie jusqu'à l'heure qu'il est. Et les frustrations des commerçants s'accumulent et font craindre un regain de tension dans les marchés de la ville de Douala. Depuis le marché Koulouloun pour Equinox Télévision, nous sommes Claude Quoi
et Cédric Ding. C'est un sale temps pour des contrebandiers dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Leur activité a pris un sérieux coup lors d'une mission de contrôle des agents du ministère du Commerce. Une importante quantité de boissons alcoolisées a été saisie. Selon ces agents publics, ce sont des produits de qualité douteuse entrés de façon frauduleuse en territoire camerounais. Explication avec Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. La délégation départementale du commerce pour les Bamboutos vient de mettre la main sur un important stock de boissons alcoolisées issues de la contrebande. Avec des informations qu'il existe de produits de la contrebande et surtout la boisson qu'il existe dans nos marchés. Et nous avions mené dans les enquêtes pour savoir et constater où ce produit sort. La stratégie mise en branle à la suite des plaintes des consommateurs pour éviter l'entrée sur le marché camerounais de ces produits de qualité douteuse portera des fruits. Nos enquêtes nous ont situés dans l'arrondissement de Babachou, où nous avions effectivement constaté une bonne stock de produits de boissons, de la contrebande qui entre dans notre pays frauduleusement. Et là, nous avions saisi le stock que nous avions trouvé sur le terrain. Les propriétaires des stocks saisis restent introuvables, mais une procédure a été enclenchée afin de les traquer et les soumettre à la rigueur de la loi. Les produits sont saisis et la loi va suivre tout simplement sa procédure, seront suivies strictement en respectant les lois et règlements en vigueur. Ces produits sont vraisemblablement partis du Nigeria, en passant par la région du Nord-Ouest, voisine, au département des Bamboutos. La cité balnéaire de Kribi fait face à un sérieux problème d'approvisionnement en eau courante. Avec la démographie galopante et l'extension de la ville, la situation préoccupe la commune de Kribi premier. Durant sa session ordinaire d'examen des comptes, le préfet de l'Océan a appelé les différents conseils municipaux à taire le conflit pour le bien-être social des populations. Compte rendu, Joseph Abena. La question d'eau potable se pose avec acuité dans la cité balnéaire de Kribi. Avec la poussée démographique et l'extension de la ville, les robinets passent désespérément des jours à sec et les citoyens font alors recours aux moyens de bord. Moi, seul on a Boamanga pour venir puiser l'eau ici, là, c'est chaud, c'est grave. Vous savez, on est bidon, puiser l'eau avec. Pas la première fois, c'est comme ça qu'on supporte seulement. À Kribi, il n'y a pas l'eau de la Kribi. Depuis qu'on a installé l'eau, on n'a jamais mis l'eau à la portée de la population. C'est ici là qu'on vient se ravitailler parce qu'on n'achète pas et c'est un peu propre. En plus de cette situation, le réseau de distribution d'eau n'atteint pas tous les quartiers de la ville. Ici, au quartier Mpangou, à Kribi premier, on se sert encore des ruisseaux. Ça, étant donné que dans le quartier, nous avons un peu des conditions de vie défavorables. Nous avons aussi des problèmes d'eau. Étant donné que nous avons trouvé les anciens, ils ont commencé à boire. Donc on dit que quand vous arrivez quelque part, si on danse d'un pied, danse seulement. Donc nous aussi, on a commencé à boire. Cette situation préoccupe l'exécutif municipal de Kribi premier, réuni ici en session d'examen et d'adoption des comptes. Le préfet a prescrit aux conseillers de se rapprocher de Madame le maire. Vous savez, nous sortons d'une élection, il y a toujours des fissures, mais j'ai compris avec les prescriptions du préfet que désormais les conseillers vont comprendre que nous sommes tous ensemble et nous devons être tous ensemble pour relever le défi qu'est le développement de notre municipalité. Le climat qui règne ici n'est pas un fleuve tranquille. De vives tensions issues des élections meublent parfois les travaux. Je voudrais donc ici inviter les conseillers municipaux à se mettre aux côtés de Madame le maire pour pouvoir améliorer la qualité des travaux de ce conseil municipal, mais aussi et surtout pour l'accompagner dans la réalisation de différents projets en faveur des populations. Cela donc passe à travers une implication de tout le monde autour de Madame le maire. Je voudrais aussi inviter aussi Madame le maire à tendre la main, à impliquer tous les conseils municipaux ici présents, aussi bien dans le choix, la maturation des projets, mais également dans la mise en œuvre de différents projets.
Le conseil municipal doit constituer cet organe au sein duquel les populations se reconnaissent au quotidien à travers les synergies d'action de l'exécutif avec le conseil municipal. À côté de ces efforts fournis par la mairie pour résoudre ce problème d'eau potable, plusieurs pointent un doigt accusateur sur la vétusté des installations et le laxisme de ceux qui sont en charge de la distribution de ce précieux liquide. La question de l'insertion des jeunes femmes dans le monde, dans les domaines maritimes, se pose avec acuité. Très peu de jeunes étudiantes s'intéressent au métier de la mer. Le constat a été fait par plusieurs organisations féminines et notamment des femmes spécialistes dans ces différents métiers ont tenu à entretenir des étudiantes de l'université de Douala sur les opportunités existantes dans le domaine d'activités liées au métier de la mer. D'autres détails dans ce reportage signé Nadine Yambou et Dallas Tchana. Dans les métiers maritimes, les femmes demeurent sous-représentées, voire inexistantes. Selon l'Organisation maritime internationale, elles constituent à peine 2% des 1,2 million de marins employés dans le monde. 94% d'entre elles travaillent uniquement dans les secteurs de croisière. Il y a des secteurs où elles sont même à 0%. Dans le secteur des marins, par exemple, on compte 2% seulement dans le monde. Vous voyez que c'est très insignifiant. Oui, à ces jeunes étudiants, effectivement, je leur demande de booster dans les études, d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter simplement à un certain niveau de leur level. Comme je l'ai souvent dit, il faut aller plus loin parce qu'on a besoin des ingénieries dans le secteur. Au Cameroun, quelques rares femmes qui ont réussi à braver et à s'insérer dans le secteur jadis réservé aux hommes. La tâche n'est pas du tout aisée, comme le témoigne cette dame qui cumule 12 années au portique au port autonome de Douala. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens se posaient des questions. Quelle est cette femme-là qui vient faire le métier des hommes malgré les critiques ou bien les insultes et tout le reste? Mais moi, ça ne me disait rien parce que moi, j'avais mon objectif. C'était de faire mon travail. Et je faisais mon travail dans la simplicité et les compétences, quoi. C'est ça qu'entre l'homme et la femme, dans un travail à l'égalité. Valoriser les métiers maritimes et encourager les jeunes, notamment les femmes, à se lancer dans ce domaine, c'est l'objectif des journées de sensibilisation organisées à l'université de Douala. À mes chères jeunes sœurs, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis dans leur tête que le port a toujours été fait pour les travaux compliqués, les travaux de force, mais ce n'est pas le cas. Dans mon intervention aujourd'hui, c'était pour les enlever la psychose là dans la tête. Au port, il y a les postes pour tout le monde. On ne doit pas se laisser impressionner par les hommes parce qu'ils parlent un peu plus fort que nous. Les expériences et connaissances partagées ici suscitent l'engouement des participantes à explorer ce domaine. Les femmes avaient peur de ce métier en pensant que ce sont des métiers purement physiques. Mais aujourd'hui, avec l'association WIPMAX, ils nous aident à comprendre que ce n'est pas que physique. Ça veut dire que les femmes également ont un apport à donner dans ce métier-là. Durant ces journées, ces jeunes femmes ont été outillées sur les métiers de la mer, tels que le transport maritime, en passant par le transit, de même que l'activité portuaire. Objectif, présenter des opportunités qui leur permettront, une fois sortis de l'école, de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Officiel de l'année 2021, la région de l'Est entend améliorer ses résultats et tout faire pour éviter la fraude. C'est l'une des résolutions prises lors d'une rencontre des chefs d'établissements scolaires publics et la délégation régionale des enseignements secondaires à Berthois. D'autres détails avec Benjamin Essam. L'année scolaire 2020-2021 finissante n'aura pas été une balade de santé pour les chefs d'établissements secondaires de la région de l'Est. Les jeunes coûtent extrêmement cher sur le marché. Vous avez pratiquement 100 personnels qui doivent agir. Si un personnel devrait avoir un petit gel de 1000 francs, vous avez compris que c'est 100 000 francs qui s'envolent sans laisser de traces. Avec le moment de Covid, on doit faire la distance sociale au sein. Et il y a aussi des difficultés matérielles.
Malgré la rareté des moyens, tout a été mis en œuvre pour le respect strict des mesures barrières. Des mesures encore prescrites pour les examens officiels à venir. Les mesures barrières restent de mise. Vous étiez dans la salle tout à l'heure, le port du masque, les dispositifs de lavage de mains et autres, la distanciation, tout est respecté. C'est pour dire que justement nous ne mettons pas cet aspect-là de côté. À quelques semaines des examens officiels de la session 2021, les chefs d'établissements secondaires de l'Est viennent de se retrouver autour du patron du MINESEC. Et parmi les différentes recommandations pour les prochains examens et concours, il y a l'amélioration des résultats scolaires. Il faudrait que la région de l'Est sorte peut-être autre que nous n'entendions pour parler de fraude ou quoi que ce soit, et que les résultats, nous avons encore quelques jours avant les examens, nous sortons là de plusieurs séminaires par rapport à la distance education. Nous devons outiller nos chefs d'établissement pour que les enfants se mettent résolument au travail pour améliorer davantage les résultats et le rang dans le classement national de la région de l'Est. La France a un rôle et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de responsabilité et de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Ainsi s'exprime Emmanuel Macron sur son compte officiel Facebook après cette visite au Rwanda, là où il estime que reconnaître ce passé est déjà un geste important. Sans contrepartie, il a échangé avec le président rwandais. Et dans l'actualité sur le continent africain, c'est la libération également du président de la transition au Mali. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Sidié. Le porte-parole du colonel Assimi Goïta était face à la presse mercredi 26 mai 2021. Durant son intervention à la télévision publique malienne, il a annoncé la libération imminente du président de la transition et de son premier ministre. Les personnes détenues vont recouvrer leur liberté, mais cela se fera de façon graduelle pour des raisons de sécurité, des raisons évidentes de sécurité. Quelques heures plus tard, des membres des familles de ces deux personnalités ont confirmé que les deux hommes étaient rentrés chez eux à Bamako. Leur libération était une des exigences de la communauté internationale face à ce qui s'apparente au deuxième coup d'État en 9 mois au Mali. Le flou persiste quant à la gestion du pays. Si le colonel Assimi Goïta a donné des garanties quant à la poursuite de la transition jusqu'à l'organisation de nouvelles élections en 2022, la communauté internationale de son côté ne l'entend pas de cette oreille et elle menace de sanctions le Mali. Les États-Unis, par exemple, ont suspendu l'assistance aux forces de sécurité et de défense maliennes en précisant que des mesures ciblées seront prises dans le futur contre les responsables politiques et militaires qui ont entravé la transition civile vers une gouvernance démocratique. C'est un déplacement historique pour Emmanuel Macron qui s'est rendu à Kigali au Rwanda. Il est seulement le deuxième président français à faire le voyage au Rwanda depuis le génocide des Tutsis en 1994. Il a, durant son discours, reconnu les responsabilités de la France dans ce génocide 27 ans plus tard. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Emmanuel Macron est aussi revenu sur le devoir de la France au Rwanda. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises,
n'avait pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ces soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Durant cette visite, le président français s'est aussi rendu au mémorial du génocide de Gizozi, où plus de 250 000 personnes ont été enterrées. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Après avoir été contraints à la démission, Baendo et Mokhtar sont désormais libres. L'annonce a été faite par les conseillers spéciaux du vice-président, le colonel Assimi Goïta, signe de décrispation au Mali, au moment où il y a une pression de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel et la charte avec ces différentes interprétations qui sont au cœur de cette mésentente entre le pouvoir civil et la junte militaire au pouvoir. Des questions se posent à présent sur la stratégie à mettre en œuvre pour que cette transition puisse parvenir à la mise en œuvre des différentes priorités, à savoir sortir le pays d'un chaos politique et organiser les élections présidentielles afin de pouvoir déterminer qui sera le prochain homme fort du Mali. Serge Allan. 27 ans après le génocide au Rwanda, le président Macron fait son mea culpa. La France reconnaît sa responsabilité politique dans ces tristes événements survenus dans ce pays, là où vous l'avez vu, plus de 250 000 personnes avaient été tuées dans des circonstances horribles. Emmanuel Macron a regretté le fait que la France n'ait pas compris l'attitude qu'elle devait adopter. Elle n'aurait pas dû être aux côtés d'un régime génocidaire, a-t-il déclaré. Cependant, il a précisé que les soldats français et les armes françaises n'ont pas tué des Rwandais durant ce génocide, mais il reconnaît la responsabilité politique et pour lui c'est une grande avancée dans la réconciliation entre le peuple français et le peuple rwandais. Serge Allan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allan. Rendez-vous lundi. On reviendra certainement demain. Voilà. Vous le savez, c'est un heure de congé et oui. Nous sommes encore là. Voilà, demain, vendredi, ensemble, à 20h. Cédric Noufelet est là pour vous, demain, 20h. Bonne soirée.